Le millionnaire est resté figé en réalisant que la pauvre serveuse qui l'a servi est sa femme décédée il y a 7 ans. Puis il fait quelque chose qui change tout. Romain Delcourt n'avait jamais cru aux fantômes. Pas avant ce soir de janvier. Du moins, pas avant que le monde tel qu'il le connaissait ne s'effondre dans le fracas d'un verre explosant contre le marbre d'un restaurant parisien. Il avait 37 ans, une fortune bâtie sur le textile et l'immobilier, et un cœur qui avait cessé de battre vraiment 7 ans auparavant. Oh, techniquement, il respirait, il signait des contrats, assistait à des réunions, faisait semblant d'écouter quand ses associés parlaient de rendement et de placement. Mais depuis cette nuit de tempête en Bretagne, depuis qu'on avait retrouvé la voiture d'Isabelle écrasée contre les rochers, le moteur encore fumant et l'habitacle vide, Romain n'était plus qu'une coquille élégamment habillée. La mansarde de Deauville où il vivait était devenue un mausoléu parfait. Le parfum de jasmin d'Isabelle flottait encore sur la coiffeuse de leur chambre, intacte depuis 7 ans. Ses robes pendèrent dans l'armoire comme des fantômes de soie. Martine, la gouvernante, avait supplié 1000 fois. « Monsieur Romain, il faut tourner la page. » Mais comment tourne-t-on la page quand on n'a jamais trouvé de corps, quand les vagues n'ont jamais rendu ce qu'elles ont pris? Ce soir-là, Romain avait accepté un dîner d'affaires au clair de lune. Ce restaurant discret du 8e arrondissement où la crème parisienne venait négocier dans l'ombre dorée des chandeliers, il détestait ses obligations sociales. Mais Jean-Marc Duvernay, son principal investisseur, insistait « Tu ne peux pas rester enfermé éternellement, mon vieux. Les affaires, c'est aussi du lien humain. » Du lien humain, Romain avait failli rire, comme si les humains n'étaient pas des prédateurs déguisés en costume 3 pièces. Ils s'étaient installés à leur table habituelle, près de la baie vitrée donnant sur les Champs-Élysées illuminés. Duvernay parlait de la nouvelle collection printemps-été, des chiffres qui montaient en flèche, du marché asiatique qui s'ouvrait. Romain hochait la tête machinalement. Son esprit ailleurs, toujours ailleurs, dans une maison au bord de la mer, où une femme aux cheveux châtains peignait des paysages marins en riant. C'est alors qu'il l'avait vue. Au début, ça avait été juste un mouvement périphérique. Une serveuse qui traversait la salle avec un plateau, ses cheveux attachés en chignon lâche, quelques mèches rebelles encadrant son visage. Rien d'extraordinaire, sauf que Romain avait tourné la tête, et le monde s'était arrêté. Isabelle, c'était Isabelle, même visage ovale, mêmes yeux verts qui captaient la lumière comme de l'eau profonde. Même petite fossette au coin gauche de la bouche quand elle souriait poliment à un client, même façon de pencher légèrement la tête en écoutant, le verre que Romain tenait, un Château Margaux, 2010 à 300 € la bouteille, glissa de ses doigts engourdis. Il s'écrasa contre le sol dans un fracas qui fit sursauter toute la salle. Le vin rouge se répandit comme du sang sur le marbre blanc. « Romain, ça va. » Duvernay s'était levé, inquiet, mais Romain ne l'entendait pas. Il ne voyait qu'elle. La serveuse s'approchait déjà. Professionnelle, avec une serviette et des excuses prêtes. « Ce n'est rien, monsieur. Je vais nettoyer ça tout de suite. » Sa voix. Mon Dieu, sa voix. Romain se leva si brusquement que sa chaise bascula. Ses mains tremblaient. Isabelle. La femme leva les yeux. Surprise. Un instant. Juste un instant. Leurs regards se croisèrent subrement. Et Romain y vit, rien, aucune reconnaissance, aucune étincelle, juste une confusion polie. « Pardon, monsieur. » Elle fronça légèrement les sourcils. « Isabelle. » Ce n'était plus une question. Romain avança d'un pas, tendit la main comme s'il voulait toucher un mirage avant qu'il ne disparaisse. « C'est moi. C'est Romain. » La femme recula instinctivement. Son badge, Romain ne l'avait pas remarqué avant, indiquait Léa Morel. « Je suis désolée. »« Monsieur, je pense que vous me confondez avec quelqu'un d'autre. »« Non. » Le mot sortit avec une violence contenue. « Non, je ne me trompe pas. Cette marque de naissance. » Romain pointa vers son cou, juste derrière l'oreille gauche. Cette petite tache brune en forme de croissant. Je la connais. Je l'ai embrassée 1000 fois. Léa porta instinctivement la main à son cou, couvrant la marque. Ses joues s'empourprèrent. « Monsieur, je vais devoir vous demander de vous rasseoir. » Et la cicatrice. Romain ne pouvait plus s'arrêter. 7 ans de douleur refoulée explosaient. Au menton. Vous êtes tombé de vélo à 9 ans. Rue de la Paix à Lyon. Votre mère Marguerite vous a emmené aux urgences.
Vous pleuriez pas à cause de la douleur, mais parce que vous aviez taché de sang le robe jaune que votre grand-mère avait cousue. Le visage de Léa se vida de ses couleurs. Comment savez-vous ça? Parce que vous me l'avez raconté. La voix de Romain se brisa. Le 14 septembre 2015, notre 3e rendez-vous, on était au jardin du Luxembourg, vous mangiez une glace pistache, vous avez ri en racontant cette histoire. Léa recula encore, le plateau tremblant entre ses mains. Je ne vous connais pas, monsieur. Je m'appelle Léa Morel. Je n'ai jamais été à Lyon, je ne me souviens de rien avant. Elle s'interrompit brutalement, comme si elle en avait trop dit. Avant quoi? Romain fit un pas vers elle. Avant quand, Isabelle? Arrêtez de m'appeler comme ça. Sa voix monta d'un cran. Plusieurs clients tournèrent la tête. Je ne suis pas cette femme. Je ne suis pas votre Isabelle. Le maître d'hôtel intervint alors. Un homme mince en costume noir impeccable. Monsieur Delcourt, je vais devoir vous demander de ne pas importuner notre personnel. Elle est ma femme. Romain ne quittait pas Léa des yeux. Ma femme qui a disparu il y a 7 ans. Je pense que vous avez eu un choc, monsieur. Le maître d'hôtel fit signe à 2 serveurs. François, raccompagne monsieur à sa table. Léa, prends ta pause. Léa ne se fit pas prier. Elle disparut vers les cuisines, jetant un dernier regard effrayé vers Romain, un regard qui le transperça comme une lame. Duvernay posa une main ferme sur l'épaule de Romain. « Viens, on s'en va. Tu as besoin de rentrer. C'est elle. » Romain ne bougeait pas. « Jean-Marc, je te jure sur tout ce qui m'est sacré, c'est Isabelle. » « Romain, » son associé soupira. « Isabelle est morte. Ça fait 7 ans. Tu dois... » Son corps n'a jamais été retrouvé. Romain se dégagea violemment. Jamais ils ont déclaré la mort présumée, mais ils n'ont rien trouvé, et maintenant elle est là, vivante, à 20 mètres de moi. Il sortit son téléphone, chercha frénétiquement dans ses photos, trouva celle du mariage, Isabelle dans sa robe blanche. Souriant à l'objectif, le vent marin jouant dans ses cheveux, il la montra au maître d'hôtel. « Regardez, regardez, et dites-moi que ce n'est pas la même femme. » L'homme jeta un coup d'œil poli. « Il y a une ressemblance, certes, mais Léa travaille ici depuis 5 ans. C'est une employée modèle. Elle n'a jamais mentionné. 5 ans. » Romain s'accrocha à ce détail. « Elle est arrivée il y a 5 ans, 2 ans après la disparition d'Isabelle. Monsieur Delcourt, je vais devoir vous demander de partir. » Romain voulut protester. Mais Duvernay le tira fermement vers la sortie. Dans la rue glaciale de Janvier, sous les réverbères dorés des Champs-Élysées, Romain se laissa tomber contre un mur. Ses jambes ne le portaient plus. « C'était elle, » murmura-t-il. « Jean-Marc, je ne suis pas fou. C'était elle. » Son associé alluma une cigarette, en tira une longue bouffée. « Admettons que tu aies raison. Admettons que par miracle, cette serveuse soit vraiment Isabelle. Pourquoi ne t'a-t-elle pas reconnue? Pourquoi travaille-t-elle dans un restaurant sous un autre nom ?» Romain leva les yeux vers le ciel sans étoiles de Paris. Une seule explication possible lui vint à l'esprit. Terrible, impossible. Et pourtant, l'amnésie, souffla-t-il. Si elle a survécu à l'accident, le traumatisme, elle a peut-être tout oublié. Duvernay écrasa sa cigarette. Romain, écoute-toi. Tu es en train de construire un scénario de film pour ne pas accepter. Je vais le prouver. Romain se redressa, une détermination nouvelle brûlant dans ses yeux. Je vais embaucher des détectives, vérifier son passé, faire un test ADN s'il le faut. Mais je te jure, Jean-Marc, je te jure que dans 2 semaines, tu me supplieras de te pardonner d'avoir douté. Il est là un taxi, donna l'adresse de la mansarde de Deauville, dans la voiture qui filait vers la sortie de Paris. Romain regardait défiler les lumières. Pour la première fois en 7 ans, quelque chose qu'il croyait mort se réveilla dans sa poitrine. L'espoir, dangereux, douloureux, magnifique. Isabelle était vivante, et il allait la retrouver. Le trajet jusqu'à Deauville dura 2h30. 2h30 pendant lesquelles Romain ne dormit pas, ne cligna presque pas des yeux, fixant l'écran de son téléphone où le visage d'Isabelle, sa vraie Isabelle, celle du mariage, souriait pour l'éternité. À 3h du matin, le taxi le déposa devant les grilles de la propriété. La bâtisse normande se dressait dans l'obscurité, massive et silencieuse comme un tombeau. Romain paya le chauffeur, traversa l'allée de gravier où ses pas crissaient trop fort dans le silence de la nuit. La porte s'ouvrit avant qu'il n'atteigne le perron.
Monsieur Romain. Martine Escoffier se tenait dans l'embrasure, sa robe de chambre bordeaux serrée à la taille, ses cheveux grisonnants libérés de leur chignon habituel. Je vous ai entendu arriver. Vous auriez dû prévenir. J'aurais préparé. Je n'ai besoin de rien. Martine. Romain passa devant elle sans la regarder. 15 ans. 15 ans que Martine Escoffier travaillait pour la famille Delcourt. Elle avait été là quand Romain avait ramené Isabelle pour la première fois. Jeune mariée riant aux éclats en découvrant la maison. Elle avait été là le matin où la police était venue annoncer l'accident. Elle avait été là pour chaque anniversaire douloureux, chaque Noël silencieux, chaque jour où Romain se réveillait en espérant que tout n'était qu'un cauchemar. « Monsieur, vous êtes pâle. Laissez-moi au moins vous préparer un thé. Martine. » Romain se retourna enfin, dans la pénombre du hall. Son visage était celui d'un homme hanté. « Si je vous disais qu'Isabelle est vivante, que diriez-vous » La gouvernante resta figée un instant, puis son visage se décomposa en une expression de pitié qui donna envie à Romain de hurler. « Monsieur Romain, pas encore, s'il vous plaît, vous aviez commencé à aller mieux. Je croyais que... Je l'ai vu !» Il monta les escaliers 2 à 2. Je l'ai vu de mes propres yeux. À Paris, elle travaille dans un restaurant. Derrière lui, Martine porta la main à sa bouche. « Mon Dieu !» murmura-t-elle dans le vide. « Non, pas maintenant. » Mais Romain était déjà au premier étage, claquant la porte de son bureau, à 8 heures précises. Il appelait Henri Blanchard, le meilleur détective privé de France, un homme qui lui avait déjà coûté près de 200 000 € en investigation stérile sur la disparition d'Isabelle. Romain? La voix de Blanchard était endormie, irritée. « Il est 8 heures du mat. Ça peut pas attendre. J'ai un nom, Léa Morel. Elle travaille au restaurant Le Clair de Lune, 8e arrondissement. Je veux tout sur elle, tout, d'où elle vient, quand elle est arrivée à Paris, son passé, ses empreintes digitales si tu peux. Je veux ça pour hier. » Un silence. Puis, « Romain, on en a déjà parlé, tu ne peux pas traquer chaque femme qui ressemble à... » « C'est elle, Henri. » La voix de Romain était d'acier. « Je parie ma fortune que c'est elle, alors fais ton boulot, ou je trouve quelqu'un qui le fera. » Blanchard soupira. « D'accord, donne-moi 48 heures. Tu en as 24. » Les heures suivantes s'écoulèrent comme du sirop. Romain ne quitta pas son bureau, refusant le petit déjeuner que Martine lui monta, ignorant les appels de Duvernay. Il passa au peigne fin toutes les photos d'Isabelle qu'il possédait, les compara mentalement au visage de Léa, la cicatrice au menton, la marque de naissance, la façon dont elle penchait la tête, les yeux, surtout les yeux. C'était elle. Impossible que ce ne soit pas elle. À 19 heures, son téléphone vibra. « Romain, c'est Henri, tu vas vouloir t'asseoir. » Le cœur de Romain manqua un battement. « Dis-moi, Léa Morel, 32 ans, aucun antécédent avant septembre 2018. Rien, pas de naissance enregistrée, pas de scolarité, pas de famille. Elle apparaît pour la première fois dans les registres de l'hôpital Saint-Louis à Paris. Septembre 2018. » Romain ferma les yeux. 2 ans après la disparition d'Isabelle, continue. Traumatisme crânien sévère, elle est arrivée seule aux urgences, couverte de sang, sans papier, sans rien. Les médecins pensaient qu'elle allait mourir. Amnésie totale, elle ne savait même pas son nom. Mon Dieu, elle a passé 6 mois à l'hôpital. Après, elle a vécu 2 ans dans un foyer d'accueil, tout en travaillant comme aide ménagère. En 2020, elle a obtenu son poste au Clair de Lune. Depuis, rien de notable, vie tranquille, pas d'amis proches, pas d'histoire, une fantôme qui a appris à exister. Romain sentit ses mains trembler. « Henri, les dates, l'accident d'Isabelle, c'était... » Octobre 2016, côte bretonne, tempête violente, voiture retrouvée au pied d'une falaise. Blanchard marqua une pause. Si cette femme est vraiment arrivée à l'hôpital en septembre 2018, où était-elle pendant près de 2 ans? La question flotta dans l'air comme un poison. « Errante, » murmura Romain, perdue, seule, sans savoir qui elle était. « Romain, je sais ce que tu penses, mais une ressemblance, même troublante. Je veux un test ADN. Ça va être compliqué sans son consentement, légalement. Je me fous de la légalité. Trouve un moyen. » Au rez-de-chaussée, dans la cuisine aux cuivres étincelants, Martine Escoffier s'était effondrée sur une chaise.
Ses mains tremblaient tellement qu'elle renversa sa tasse de thé. Le liquide brûlant se répandit sur la table, mais elle ne bougea pas. Thomas Rivière, le chauffeur, entra par la porte de service, grand, massif, ancien militaire reconverti, 10 ans qu'il travaillait pour les Delcourt, 10 ans qu'il partageait le lit de Martine en secret. Qu'est-ce qui se passe? Il referma la porte derrière lui, s'approcha. « Martine, t'es blanche comme un linge. » Elle leva vers lui des yeux terrifiés. Il l'a trouvée. Thomas se figea. « Quoi? Romain? Il l'a trouvée. Cette garce est vivante, à Paris. Il est remonté cette nuit complètement retourné. Il dit qu'il l'a vue. » Le visage de Thomas se durcit. « C'est pas possible. On l'a laissée sur cette route. Il faisait -5 degrés. Elle était droguée jusqu'aux yeux. Elle aurait dû... » Eh bien, visiblement, elle n'a pas eu la décence de crever. Martine se leva brusquement. 7 ans, Thomas. 7 ans qu'on attend. 7 ans que je joue la gouvernante dévouée, que je le console, que j'espère qu'il finira par me voir, et maintenant, il va tout découvrir. Thomas attrapa ses épaules. Calme-toi. On sait même pas si c'est vraiment elle. Ça pourrait être juste une ressemblance. Et si c'est elle? Martine le fixa. Sa voix un sifflement venimeux. Si elle se souvient, si elle lui raconte ce qui s'est passé cette nuit-là, elle peut pas se souvenir. Regarde-la. Amnésique totale depuis 7 ans. Son cerveau est foutu. Les médecins disent que parfois, ça revient. Un choc, un déclencheur, et boum, tout remonte. Thomas lâcha Martine. Fit les 100 pas dans la cuisine. Ses mâchoires serrées trahissaient à la panique qu'il tentait de contrôler. Qu'est-ce qu'on fait? On termine ce qu'on a commencé. La voix de Martine était froide maintenant. Calculatrice. Cette fois, pas d'erreur, pas d'accident qui laisse des zones d'ombre. Quelque chose de définitif. Martine, on parle de meurtre, on parle de survie. Elle s'approcha de lui, posa les mains sur son torse. Thomas, mon amour, regarde-moi. Tout ce qu'on a fait, c'était pour nous, pour notre avenir. Tu te souviens du plan. Romain en deuil me fait confiance. On détourne l'argent petit à petit. Dans 1 an, peut-être 2, on disparaît ensemble. 3 millions d'euros. Une nouvelle vie au Brésil. Ça, c'était avant qu'elle revienne d'entre les morts. Justement, Martine se haussa sur la pointe des pieds, l'embrassa. On va juste devoir accélérer le calendrier. Thomas ferma les yeux. 7 ans plus tôt, quand Martine lui avait proposé le plan, se débarrasser d'Isabelle, séduire Romain, voler sa fortune. Ça avait semblé si simple, presque propre. Mais maintenant, comment? Demanda-t-il finalement. On la suit, on apprend ses habitudes. Et un soir, un assaut qui tourne mal. Une pauvre fille agressée dans une ruelle sombre. Tragique. Et Romain. Martine sourit, un sourire qui ne montait pas jusqu'à ses yeux. Romain sera dévasté, encore. Et cette fois, je serai là pour ramasser les morceaux, pour toujours. Au premier étage, Romain regardait par la fenêtre. Les vagues se brisaient contre les rochers. Le même spectacle qu'Isabelle aimait contempler pendant des heures. Son carnet de croquis sur les genoux. Son téléphone vibra. Un message de Blanchard. « J'ai trouvé une photo d'identité de Léa Morel dans les archives hospitalières. Je te l'envoie. » L'image s'afficha. Léa, plus maigre, les cheveux courts, un pansement sur le front. Mais c'était elle. C'était Isabelle. Romain pressa le téléphone contre son cœur. « Je te retrouverai, » murmura-t-il dans le vide. « Je te le promets, cette fois, je ne te perdrai pas. » Dans la cuisine en contrebas. Martine et Thomas scellaient dès leur pacte diabolique dans l'ombre. Et à Paris, Léa Morel rentrait chez elle après son service, troublée par le visage de cet homme qu'il avait appelé Isabelle. Un nom qui résonnait dans sa tête comme un écho lointain d'une vie qu'elle ne se rappelait pas. Les fantômes se réveillaient, et certains d'entre eux n'étaient pas morts. Romain revint à Paris 3 jours plus tard avec un plan, pas d'approche brutale cette fois, pas de scène dramatique qui la ferait fuir, juste de la patience, de la stratégie, et une détermination qui frôlait l'obsession. Il s'installa dans un petit hôtel discret à 2 rues du Clair de Lune. Chaque soir à 19h, il prenait une table près de la fenêtre, jamais la même, il commandait peu, laissait des pourboires généreux mais pas ostentatoires, et observait. Léa travaillait 4 soirs par semaine, le mardi, mercredi, vendredi et samedi. Elle arrivait toujours 15 minutes en avance. Par le métro ligne 1, station Franklin D, Roosevelt,
Elle portait les mêmes baskets usées, un manteau gris qui avait connu des jours meilleurs. Ses cheveux étaient toujours attachés de la même façon, cette queue de cheval lâche qu'Isabelle faisait autrefois. Le premier soir, elle l'évita soigneusement, le deuxième aussi, mais Romain ne fit rien pour attirer l'attention. Il lisait, mangeait tranquillement, payait et partait, un client comme un autre. Le troisième soir, elle s'approcha finalement de sa table. « Bonsoir, que puis-je vous servir ?» Sa voix était professionnelle, mais Romain nota la légère tension dans ses épaules. « Un verre de Sancerre, s'il vous plaît, et les ravioles aux truffes. » Elle griffonna la commande sans le regarder. « Très bien, Léa. » Le prénom sortit doucement. Pas comme un cri, comme la dernière fois, juste un prénom. Elle releva les yeux malgré elle. « Oui, je m'excuse. Pour l'autre soir, j'ai eu un choc, une ressemblance troublante avec quelqu'un que j'ai perdu. Ça m'a déstabilisée. » Léa sembla se détendre imperceptiblement. « Je comprends, ça arrive. Vous avez dû me prendre pour un fou. » Un petit sourire, le premier qu'elle lui accordait. « Disons que j'ai connu pire comme client. » Romain lui rendit son sourire. « Je m'en doute, je m'appelle Romain Delcourt. Léa Morel. » Elle hésita, puis ajouta. « Mais vous le savez déjà. » « C'est vrai. » Il n'essaya pas de mentir. « Je suis désolée d'avoir été intrusif. Ces histoires que je racontais, sur Lyon, la cicatrice, c'étaient les souvenirs de quelqu'un d'autre, quelqu'un qui vous ressemblait. » Léa toucha inconsciemment son menton. « C'est troublant, vous savez, parce que je ne sais pas d'où vient cette cicatrice. Je ne me souviens de rien avant mes 25 ans. » Le cœur de Romain fit un bond, mais il garda un visage neutre. L'amnésie, traumatisme crânien, accident dont je ne me souviens pas. Elle haussa les épaules avec une désinvolture qui sonnait faux. Je me suis réveillée à l'hôpital sans rien. Pas de nom, pas de passé, juste un trou noir. Ça doit être terrifiant. Au début, oui, maintenant. Elle regarda autour d'elle, vers les tables élégantes, les clients qui riaient doucement. Maintenant, j'essaie juste de vivre, de construire quelque chose avec ce que j'ai. C'est courageux. Léa le fixa un instant, surprise par la sincérité dans sa voix. « Je vais chercher votre vin. » Elle s'éloigna, mais quelque chose avait changé. Le mur entre eux s'était fissuré. Les soirs suivants, Romain continua sa stratégie. Toujours poli, toujours respectueux. Il ne mentionnait jamais Isabelle, mais il posait des questions sur Léa, des questions innocentes, son film préféré, si elle aimait la musique, comment elle trouvait Paris. Parfois étouffant, admit-elle un soir en lui servant un café. Trop de bruit, trop de gens. J'aimerais bien voir la mer. La Bretagne est magnifique, les falaises, les plages. Quelque chose passa dans les yeux de Léa, un frisson. Oui, j'imagine. Vous y êtes déjà allé. Je ne sais pas. Sa voix s'était faite distante. Peut-être, avant. Romain n'insista pas. Mais il nota le détail. L'inconscient qui appelait, les souvenirs qui luttaient pour remonter. Le vendredi soir, il la trouva dehors pendant sa pause, adossée contre le mur de briques, les yeux fermés sous la bruine parisienne. « Vous allez attraper froid », dit-il en s'approchant. Léa ouvrit les yeux. « Monsieur Delcourt, vous ne devriez pas être là. Romain, appelez-moi Romain. » Il lui tendit un café qu'il avait acheté au Starbucks d'en face. Avec du lait, sans sucre, un pari, j'ai deviné juste. Elle prit la tasse, surprise. « Comment vous savez ça ?»« Parce qu'Isabelle le prenait comme ça. Parce que j'ai préparé ton café 1000 matins. J'ai remarqué comment vous le commandez, au personnel, observateur. » Elle but une gorgée, et son visage se détendit. « Merci. » Ils restèrent silencieux un moment, écoutant la pluie tomber sur les pavés parisiens. « Vous venez tous les soirs, » finit par dire Léa. « Pourquoi ?» Romain aurait pu mentir, inventer une excuse, mais quelque chose dans ses yeux verts, ses yeux qu'il connaissait mieux que les siens, l'en empêcha. « Pour vous voir ?» Léa tourna la tête vers lui, étonnée. « Pardon, je sais que ça sonne étrange, peut-être même inquiétant, mais depuis que je vous ai rencontré, Il chercha ses mots. « Je ne peux pas m'empêcher de penser que nos chemins devaient se croiser, à cause de cette ressemblance. Au début, oui, mais maintenant, il la regarda vraiment. Maintenant, c'est vous qui m'intéressez, Léa, pas le fantôme de quelqu'un d'autre. » C'était à la fois vrai et faux, terriblement manipulateur et profondément sincère. Je ne sais pas quoi dire.
Léa serra la tasse entre ses mains. Dites oui. À quoi? À un café, en dehors du restaurant. Juste une conversation, 2 personnes qui apprennent à se connaître. Elle devrait refuser. Tous ses instincts le lui criaient, mais il y avait quelque chose chez cet homme, quelque chose de familier et d'effrayant à la fois, comme un souvenir qu'on ne peut pas tout à fait saisir. « D'accord », dit-elle finalement. « Dimanche après-midi, je ne travaille pas. » Le sourire de Romain aurait pu illuminer tout Paris. À Deauville, Henri Blanchard arrivait avec une mallette de cuir. Romain l'avait fait venir discrètement, loin des oreilles de Martine. « Tu as pu faire le test ?» Blanchard posa la mallette sur le bureau, l'ouvrit. « J'ai récupéré un verre qu'elle a utilisé au restaurant. Tes contacts m'ont aidé. J'ai comparé l'ADN avec celui de la brosse à cheveux d'Isabelle que tu m'avais donnée. Et le détective sortit un document. 99% de compatibilité. » Romain s'effondra dans son fauteuil. Même s'il le savait, même s'il en était certain, la preuve scientifique le frappait comme une vague. Mon Dieu, légalement, ce test ne vaut rien. Il a été obtenu sans consentement, mais scientifiquement, c'est irréfutable. Léa Morel et Isabelle Delcourt sont la même personne. Comment est-ce possible? Comment survit-on à un accident pareil et on réapparaît 2 ans plus tard sans mémoire? Blanchard referma la mallette. Ça, c'est la question à 1 million d'euros. Et tu sais quoi? J'ai une théorie. Dis-moi, et si ce n'était pas un accident? Le silence qui suivit fut assourdissant. Quoi? Romain se redressa. J'ai réexaminé le dossier original, le rapport de police. Il y a des incohérences. Le véhicule montrait des signes de sabotage mécanique. Les freins avaient été trafiqués. Mais l'enquête a été close trop vite, mort présumée, pas de corps, affaire classée. Tu es en train de me dire que quelqu'un a essayé de tuer Isabelle. Je dis que la possibilité existe, et si c'est le cas, cette personne pourrait encore être dans les parages. Romain sentit un frisson glacé parcourir son dos. Qui voudrait... Il s'arrêta net. Qui avait accès à la voiture cette nuit-là? Qui savait où Isabelle allait? Qui aurait pu... Thomas, murmura-t-il. Le chauffeur. Il entretenait toutes nos voitures. Tu as des preuves? Non, juste un pressentiment. Blanchard se leva. Alors trouve-les. Parce que si j'ai raison, et que quelqu'un a essayé de tuer ta femme une fois, rien ne garantit qu'il n'essaiera pas à nouveau. Cette nuit-là, pendant que Romain dormait enfin d'un sommeil agité, Martine descendit au garage. Thomas l'y attendait, adossé contre la Mercedes noire. « Il a fait venir Blanchard », dit-elle sans préambule. Le détective, ils ont parlé pendant 2 heures. Thomas serra les poings. Il cherche des preuves. Il va en trouver si on ne fait rien. Martine s'approcha. « Thomas, on n'a plus le choix. Léa Morel doit disparaître, cette fois définitivement. »« Comment ? Elle sort avec Romain dimanche. Je les ai entendus au téléphone. Ils vont se promener au jardin du Luxembourg. » Martine sortit quelque chose de sa poche. Une seringue, potassium, arrêt cardiaque instantané, indétectable après quelques heures. En plein jour, t'es folle. Pas en plein jour. Après, je la suivrai. Une ruelle vide, rapide, propre. On dira que son cœur a lâché. Elle a des antécédents médicaux. Un traumatisme crânien. Personne ne posera de questions. Thomas regarda la seringue comme si c'était un serpent. 7 ans plus tôt, quand ils avaient drogué Isabelle et simulé l'accident. Il avait cru que ce serait simple. Un acte. Et puis la vie continuait. Mais les actes ne restent jamais dans le passé. Ils reviennent, toujours. D'accord, dit-il finalement. Mais après, on disparaît. Plus d'attente. On prend l'argent et on file. Martine l'embrassa. Promis. Dimanche, on termine ça. Et lundi, on commence notre nouvelle vie, dans l'obscurité du garage, du... 2 ombres scellèrent le destin de 3 vies. Et dimanche approchait. Le dimanche arriva sous un ciel gris perle typiquement parisien. Romain attendait devant la fontaine Médicis au jardin du Luxembourg, les mains dans les poches de son manteau en cachemire. Le cœur battant comme celui d'un adolescent à son premier rendez-vous, Léa apparut à 14 heures précises. Elle portait un jean délavé, un pull beige trop grand, et ses cheveux flottaient librement sur ses épaules, sans l'uniforme du restaurant. Elle ressemblait encore plus à Isabelle. Romain dut faire un effort conscient pour respirer normalement. « Vous êtes venu ?» dit-elle en s'approchant. « Vous en doutiez ?» Un peu. Elle sourit, timide. Les hommes en costume à 3 000 € n'ont pas vraiment l'habitude de donner rendez-vous aux serveuses. Alors je ne suis pas comme les autres hommes.
Ça. Je commence à m'en rendre compte. Ils marchèrent côte à côte dans les allées bordées d'arbres dénudés. L'automne avait dépouillé le jardin de ses couleurs vives. Mais il restait une beauté mélancolique dans les feuilles mortes qui craquaient sous leurs pas. « Parlez-moi de vous », dit Léa après un moment. « Le vrai vous, pas juste le client mystérieux qui commande toujours la même chose. » Romain réfléchit. Que pouvait-il dire ? « Je suis un veuf qui a passé 7 ans à pleurer une femme qui se tient à côté de moi sans le savoir. Je dirige une entreprise de textile, héritage familial, rien de passionnant. Et en dehors du travail, rien. » Le mot sortit plus brutalement qu'il ne l'aurait voulu. Enfin, plus rien. Avant, j'aimais voyager. L'art, la musique, mais j'ai perdu quelqu'un il y a 7 ans. Depuis, je me suis perdue aussi, je suppose. Léa s'arrêta, le regarda avec une intensité troublante. La femme qui me ressemblait ? Oui. Comment s'appelait-elle ? Isabelle. Le prénom flotta entre eux comme une prière. Léa ferma les yeux un instant, et Romain vit ses lèvres bouger silencieusement, comme si elle testait le son du mot. « C'est joli », murmura-t-elle. « Ça me fait, je ne sais pas, quelque chose d'étrange. » Étrange comment ? Comme si je l'avais déjà entendu, dans un rêve. Elle rouvrit les yeux, secoua la tête. « Désolée, ça doit paraître stupide. »« Non. » Romain prit une inspiration tremblante. « Pas du tout. » Ils continuèrent à marcher. Léa parla de sa vie. Les fragments qu'elle en connaissait, l'hôpital, le foyer, les petits boulots, la solitude d'exister sans passé. « Vous ne vous êtes jamais demandé qui vous étiez avant ?» demanda Romain. « Chaque jour, mais les médecins disent que forcer les souvenirs peut être dangereux, qu'il vaut mieux laisser venir naturellement. » Elle cueillit une feuille morte, la fit tourner entre ses doigts. « Parfois j'ai des flashs, une odeur, un son, et soudain il y a quelque chose. » Mais c'est comme essayer d'attraper de la fumée. Quel genre de flash ? La mer, je rêve souvent de la mer, des vagues qui s'écrasent contre des rochers, le goût du sel sur mes lèvres. Une maison blanche. Elle le regarda. Vous disiez que votre Isabelle aimait la Bretagne. Oui, la gorge de Romain se serra. Elle passait des heures à peindre les paysages côtiers. Peindre. Léa répéta le mot lentement. J'ai essayé une fois. Après l'hôpital, quelque chose me poussait vers l'aquarelle, mais je ne savais pas par où commencer. C'était frustrant, parce que tu le savais avant, parce que tes mains se souviennent de ce que ton esprit a oublié. Je pourrais vous apprendre, proposa Romain. Enfin, vous réapprendre si vous voulez. Léa sourit. J'aimerais bien, au bord du bassin, ils s'assirent sur un banc de pierre, des enfants faisaient naviguer des bateaux miniatures. Le monde semblait normal, innocent. Mais à 50 mètres de là, dissimulés derrière un kiosque à journaux, Martine Escoffier les observait à travers des lunettes de soleil. La seringue pesait lourd dans la poche de son manteau, le plan était simple, attendre que Léa soit seule, la suivre dans une ruelle, simuler un malaise pour s'approcher, puis l'injection rapide, 30 secondes, et tout serait fini. Mais Romain ne la quittait pas, il riait maintenant, leurs épaules se touchant presque. Martine sentit la bile monter dans sa gorge. Cette garce, cette revenante qui gâchait tout. Son téléphone vibra. « Thomas, alors ?» Elle tapa. « Pas encore. Ils sont ensemble. J'attends. Fais vite. On est à découvert. » Martine rangea son téléphone, serra les poings. La patience. Elle avait attendu 15 ans. Elle pouvait attendre quelques heures de plus. « Vous avez froid », remarqua Romain en voyant Léa frissonner. « Un peu. » Il enleva son écharpe, la lui passa autour du cou. Le geste était si naturel, si intime, que Léa resta figée un instant. « Romain, pourquoi vous faites ça ? Quoi ? Tout ça ? Vous pourriez avoir n'importe quelle femme à Paris ? Pourquoi perdre votre temps avec une serveuse amnésique ?» Il la regarda dans les yeux. « Parce que quand je suis avec vous, j'ai l'impression de respirer pour la première fois en 7 ans. Parce que votre rire ressemble à un souvenir heureux. Parce que... » Il hésita. « Parce que je pense que nos âmes se reconnaissent, même si nos esprits ne le peuvent pas. » Léa sentit les larmes monter sans raison. « C'est fou ce que vous dites. Je sais, mais j'ai envie de le croire. » Leur visage était si proche maintenant. Romain pouvait sentir son parfum, différent de celui d'Isabelle, mais en dessous, quelque chose d'identique, l'essence même de la personne qu'elle était. « Alors croyez, » murmura-t-il. Léa ferma la distance, l'embrassa. Ce fut doux et hésitant au début, puis quelque chose de plus profond prit le dessus.
comme si leurs corps se souvenaient d'une chorégraphie oubliée, quand ils se séparèrent. Léa avait les larmes aux yeux. « Pourquoi j'ai l'impression de t'avoir déjà embrassé ?» Le tutoiement était venu naturellement. Romain prit son visage entre ses mains. « Peut-être que tu l'as fait, dans une autre vie. » Ils passèrent l'après-midi ensemble. Un café rue Mouffetard, une librairie où Léa s'attarda devant les livres d'art, une église où elle alluma une bougie, pour la personne que j'étais avant, à 18h, alors que le crépuscule tombait sur Paris. Romain la raccompagna jusqu'à son immeuble dans le 12e arrondissement, un bâtiment délabré avec des graffitis sur les murs. « Ce n'est pas le Ritz », dit Léa avec un rire gêné. « C'est chez toi, c'est tout ce qui compte. » Elle se tourna vers lui sur le palier. « Tu veux monter? Prendre un thé ?» Romain savait qu'il devrait refuser. Aller trop vite pouvait tout briser. Mais l'appartement de Léa contenait peut-être des indices. Des détails qui l'aideraient à comprendre comment elle avait survécu. Avec plaisir. L'appartement était minuscule. Un studio de 20 mètres carrés avec un lit pliant, une kitchenette et une salle de bain grande comme un placard. Mais c'était propre. Ordonné, des plantes vertes sur le rebord de la fenêtre, des livres empilés partout. « Je sais, c'est petit », dit Léa, en mettant la bouilloire sur le feu. Romain regardait les livres, des romans policiers, des essais de neurologie, des guides de voyage sur la Bretagne et la Normandie. « Tu lis beaucoup. C'est comme si je cherchais à remplir le vide, comme si quelque part dans ces pages, j'allais me retrouver. » Il remarqua alors une boîte sur l'étagère, en carton, fermée avec un élastique. « Qu'est-ce que c'est ?» Léa suivit son regard. « Mes affaires de l'hôpital, les vêtements que je portais quand ils m'ont trouvé, un bracelet, quelques objets sans valeur, je les garde au cas où, je peux voir. » Elle hésita, puis hocha la tête. Romain ouvrit la boîte avec des mains tremblantes. À l'intérieur, un manteau déchiré, couvert de taches brunâtres, un jean, un pull, et au fond, un bracelet en argent avec une inscription gravée « À mon Isabelle, pour toujours, R », le bracelet qu'il lui avait offert pour leur premier anniversaire de mariage. Romain le prit, sentit le monde basculer. C'était la preuve absolue, irréfutable. « Ce bracelet », dit Léa derrière lui. « Je ne sais pas d'où il vient, mais je n'ai jamais pu m'en séparer. » Romain se retourna lentement. Les larmes coulèrent librement sur son visage maintenant. « Léa, il faut que je te dise quelque chose. »« Quoi ?» Mais avant qu'il ne puisse parler, son téléphone sonna. Henri Blanchard. « Romain, j'ai un problème, un gros problème. »« Quoi ?» ?»« J'ai installé des caméras de surveillance dans ta maison comme tu me l'avais demandé. Je viens de vérifier les enregistrements. Tu dois voir ça maintenant. Henri, je suis occupé. Martine et Thomas, ils parlent de tuer Léa. Ils ont tout planifié, Romain. Ils ont déjà essayé une fois. Le soi-disant accident d'Isabelle, c'était eux. Le monde s'arrêta de tourner. « Quoi ?» Le mot sortit comme un râle. Léa s'approcha, inquiète. « Romain, qu'est-ce qui se passe ?» Il raccrocha, la regarda. Cette femme qui était sa femme. Cette femme que des monstres avaient essayé de tuer. Cette femme qu'ils essayaient toujours de tuer. « Léa, Isabelle, peu importe ton nom. » Il prit ses mains. « Ta vie est en danger, et je vais tout expliquer. » Léa recula d'un pas, la peur flambant dans ses yeux. « De quoi tu parles? Qui veut me tuer? Assieds-toi. » Romain ferma les rideaux, vérifia la porte, ses mains tremblaient. « S'il te plaît, c'est compliqué. »« Romain, tu me fais peur. »« Bien, tu devrais avoir peur. » Il se tourna vers elle, le bracelet serré dans son poing. « Parce que tout ce que tu vis, cette amnésie, cet appartement minable, cette vie sans passé, ce n'est pas un accident, c'est un crime. » Léa s'assit lentement sur le bord du lit. « Explique-moi. » Romain prit une longue inspiration, puis il déballa tout. Isabelle, leur mariage, la disparition, l'accident qui n'en était pas un, le test ADN, et maintenant, la conspiration de Martine et Thomas. « Tu es Isabelle Delcourt », conclut-il en posant le bracelet dans sa main. « Ma femme, ils t'ont droguée il y a 7 ans, ont saboté ta voiture, t'ont laissée pour morte sur une route de Bretagne en pleine tempête, mais tu as survécu. Tu as erré pendant presque 2 ans avant d'arriver à cet hôpital. Et maintenant qu'ils savent que tu es vivante, ils veulent terminer le travail. » Le silence qui suivit fut oppressant.
Léa regardait le bracelet comme s'il brûlait. C'est impossible. Je sais que ça paraît fou. Non. Elle se leva brusquement. Non, non, non. Tu es en train de me dire que j'ai une vie entière que je ne me rappelle pas, que des gens que je ne connais même pas veulent me tuer, que je suis mariée à un homme que j'ai rencontré il y a 1 semaine, 2 semaines. Ce n'est pas drôle. Elle jeta le bracelet contre le mur. Tu es en train de débarquer dans ma vie avec cette histoire de dingue, et tu veux que je croie ça sur parole. J'ai des preuves. Romain sortit son téléphone, lui montra les photos du mariage. Regarde, c'est toi, ces yeux, ce sourire, cette marque de naissance que tu caches toujours derrière tes cheveux. Léa prit le téléphone. Fit défiler les images. Son visage se décomposa progressivement. Elle, je, on dirait. Ce n'est pas, on dirait, c'est toi, les empreintes digitales, l'ADN, tout correspond. Tu as fait tester mon ADN. La colère remplaça la peur, sans ma permission, pour te protéger. Léa, écoute-moi. Isabelle. Le mot explosa hors d'elle comme un cri. Si je suis cette femme, appelle-moi par mon vrai nom. Romain figea. Isabelle. Elle ferma les yeux. Le prénom résonnait quelque part dans les profondeurs de son crâne, comme un écho dans une cathédrale vide. Dis-le encore. Isabelle. Des flashs, violents, chaotiques, une robe blanche, des mains qui applaudissent, de la musique, la vie en rose, le goût du champagne. Romain, plus jeune, riant, qui l'a fait tourner. Je t'aime, Isabelle, pour toujours. Puis l'obscurité, une route, des phares éblouissants, une douleur atroce dans la tête, une voix de femme, froide. C'est pour ton bien, pour notre bien. Léa, Isabelle, tomba à genoux, les mains pressées contre ses tempes. Arrête, arrête, ça fait mal. Romain s'agenouilla à côté d'elle. Les souvenirs reviennent. Je ne sais pas, c'est fragmenté, comme des éclats de verre. Elle le regarda, des larmes coulant sur ses joues. Si c'est vrai, si je suis vraiment cette femme, pourquoi je ne me souviens de rien? Le traumatisme crânien. Les médecins ont dit que ton cerveau s'est protégé en effaçant tout. Et maintenant, on fait quoi? On va voir Henri Blanchard, mon détective. Il a les enregistrements qui prouvent tout. Romain l'aida à se relever. Mais d'abord, on doit te mettre en sécurité. Martine te suivait aujourd'hui. Elle a une seringue, du potassium pour simuler un arrêt cardiaque. Isabelle porta la main à sa gorge. Mon Dieu, viens, on doit partir maintenant. Ils prirent un taxi jusqu'à un hôtel anonyme près de la gare de Lyon. Romain paya en liquide, donna un faux nom. La chambre était petite mais propre. Il verrouilla la porte, mit la chaîne. Isabelle s'assit sur le lit, hébétée. C'est un cauchemar, je sais. Romain s'installa face à elle. Mais on va en sortir, je te le promets. Comment tu peux être sûr que c'est vrai? Que tu ne te trompes pas. Il lui tendit son téléphone. Appelle Henri. Écoute les enregistrements toi-même. Elle composa le numéro avec des doigts tremblants. Blanchard répondit à la première sonnerie. Romain. C'est Léa. Enfin, Isabelle. Je ne sais pas. Madame Delcourt. La voix du détective se fit douce. Je sais que c'est beaucoup à absorber, mais j'ai des preuves audio que vous devez entendre. Il mit le haut-parleur. Puis le cauchemar prit une nouvelle dimension. La voix de Martine, enregistrée à 3h du matin dans le jardin de la maison de Deauville. 7 ans qu'on attend, Thomas. 7 ans. Et cette garce revient comme un fantôme. On aurait dû vérifier qu'elle était morte. La voix de Thomas, grave et calme. On l'a laissée sur cette route, droguée, en pleine tempête. Comment on pouvait savoir qu'elle survivrait? Eh bien maintenant, elle est là, et Romain est obsédé. Il va tout découvrir si on ne fait rien. Qu'est-ce que tu proposes? Ce qu'on aurait dû faire la première fois, la tuer, pour de vrai, un accident, un assaut, n'importe quoi. Mais cette fois, on vérifie le corps. Isabelle porta la main à sa bouche. Étouffant un sanglot, la voix de Martine continua, glaciale. Le plan était parfait. Se débarrasser d'Isabelle, consoler Romain, le séduire, l'épouser, vider ses comptes et disparaître avec toi. 15 ans que j'attends ça, Thomas. 15 ans que je fais semblant d'être la gouvernante dévouée. Je ne laisserai pas cette petite pute tout gâcher. Et si elle récupère la mémoire? Elle ne vivra pas assez longtemps pour ça. Le silence dans la chambre d'hôtel était assourdissant. Blanchard reprit.
Il y a d'autres enregistrements, des conversations sur le sabotage original de la voiture, des références aux drogues utilisées, des détails sur les transferts bancaires qu'ils ont effectués depuis 7 ans. C'est incontestable. Isabelle raccrocha, le visage livide. Ils m'ont fait ça. Ces gens que je ne connais même pas m'ont volé ma vie. Pas des gens que tu ne connais pas. Romain serra les poings. Des gens en qui j'avais confiance. Martine m'a consolée quand tu as disparu. Elle m'a préparé mes repas, m'a écouté pleurer. Et tout ce temps, elle savait qu'elle t'avait laissée pour morte. Pourquoi? L'argent, l'obsession. Martine m'aimait en silence depuis des années. Elle pensait que si tu disparaissais, elle prendrait ta place. Il cracha les mots avec dégoût. Elle a détruit nos vies pour une illusion pathétique. Isabelle se leva, fit les 100 pas dans la petite chambre. On va à la police. Maintenant, ces enregistrements sont des preuves. Obtenus illégalement, Blanchard les a enregistrés sans mandat. Un bon avocat pourrait les faire rejeter. Alors on fait quoi? Romain réfléchit. On les prend en flagrant délit. Blanchard contacte le capitaine Bernard Mercier. C'est lui qui a mené l'enquête originale sur ta disparition. Il a toujours pensé qu'il y avait quelque chose de louche. Avec ces enregistrements comme preuve préliminaire, il pourra obtenir un mandat pour les surveiller officiellement. Et moi, je fais quoi? Je me balade en attendant qu'il me tue. Non. Romain prit ses mains. Tu viens avec moi, à Saint-Malo, la maison où on a passé notre lune de miel. C'est isolé, sécurisé. Et c'est là-bas que... Il hésita. C'est là-bas que je vais essayer de te rendre tes souvenirs. Comment? En te montrant notre vie, en te ramenant dans les endroits où on a été heureux. Les médecins disent que l'amnésie traumatique peut être réversible avec les bons déclencheurs. Isabelle le fixa longtemps. Cet homme qui prétendait être son mari, cet homme qu'elle avait embrassé aujourd'hui et qui lui avait semblé terriblement familier. « D'accord, » dit-elle finalement, « mais à une condition. Laquelle? Tu ne me mens pas, sur rien, même si la vérité fait mal. Promis. » À Deauville, Martine faisait les 100 pas dans sa chambre. Thomas était assis sur son lit, la tête entre les mains. Elle n'était pas seule une seconde, siffla Martine. Romain ne l'a pas quittée de toute la journée. J'ai pas pu approcher. Tant mieux, on aurait pu se faire prendre. On est déjà pris, espèce d'idiot. Elle lui lança un coussin. Tu ne comprends pas? Blanchard fouine partout. Romain pose des questions. C'est une question de jours avant qu'il découvre tout. Alors on part. Maintenant, on a déjà 300 000 € planqués. C'est assez pour recommencer. Non. Martine se planta devant lui. On termine d'abord, Léa meurt. Puis on prend le reste de l'argent. On a accès au compte de Romain. On peut virer 2 millions facilement. On disparaît au Brésil et on vit comme des rois. Thomas leva les yeux. Et si ça tourne mal, ça ne tournera pas mal. Elle caressa son visage. On a survécu 7 ans. On survivra encore. Mais il faut agir vite. Comment on la trouve maintenant? Martine sourit. Romain va l'emmener quelque part en sécurité. Il a une maison à Saint-Malo. C'est là qu'il ira. C'est là qu'on les attendra. Tu es sûre? J'en mettrai ma main à couper. Elle l'embrassa. On part demain matin, on arrive avant eux, on prépare le terrain, et quand ils arrivent, on termine, compléta Thomas, dans l'obscurité de la chambre. 2 monstres planifiaient un meurtre, sans savoir que leur conversation, elle aussi, avait été enregistrée, et que le capitaine Mercier, à Paris, écoutait chaque mot avec un sourire grimm. Le piège se refermait, le voyage vers Saint-Malo dura 4 heures. Romain conduisait prudemment, vérifiant constamment les rétroviseurs. Isabelle, elle avait décidé d'accepter ce prénom, au moins temporairement, regardait par la fenêtre le paysage défiler. La banlieue parisienne avait cédé la place aux champs, puis aux forêts. Et maintenant, l'odeur salée de l'océan commençait à pénétrer par les bouches d'aération. « Tu sens ça ?» demanda Romain. La mer, Isabelle ferma les yeux. Quelque chose en elle vibrait, un sentiment de retour. Oui, je la sens. Ils arrivèrent à Saint-Malo au crépuscule. La ville fortifiée se dressait contre le ciel rougeoyant, ses remparts de granit défiant les vagues depuis des siècles. Romain contourna la vieille ville, emprunta une route côtière étroite qui serpentait entre les dunes. La maison apparut soudain, blanche, avec des volets bleus, perchée sur une petite falaise dominant une crique privée. Des hortensias sauvages avaient envahi le jardin. C'était isolé, romantique et terriblement familier.
Isabelle descendit de voiture comme hypnotisée. Je connais cet endroit. On a passé 2 semaines ici, notre lune de miel. Romain déverrouilla la porte d'entrée. Après, on venait chaque été. Tu peignais sur la terrasse pendant que je lisais. On se baignait à minuit. Il s'arrêta, la voix étranglée. Continue, dit Isabelle doucement. On était heureux, simplement heureux. L'intérieur sentait le renfermer mais était impeccablement entretenu. Un service d'entretien venait 1 fois par mois, avait expliqué Romain. Le salon s'ouvrait sur une baie vitrée donnant sur l'océan. Des meubles blancs, des coussins bleus, des photos encadrées sur tous les murs. Isabelle s'approcha lentement. Les photos montraient un couple radieux. Elle-même, plus jeune, les cheveux plus longs, riant dans les bras de Romain, sur la plage, au restaurant, devant cette même maison, dans chaque image. L'amour était palpable. On avait l'air, elle chercha le mot, complet. On l'était. Romain posa leur sac. Tu veux manger quelque chose? J'ai fait livrer des provisions hier. Plus tard, montre-moi d'abord tout. Je veux voir tout. Romain l'emmena de pièce en pièce. La cuisine où Isabelle préparait des fruits de mer achetés au marché. La bibliothèque avec ses centaines de livres. Beaucoup à noter de sa main. La terrasse où son chevalet attendait toujours, avec une toile inachevée, un paysage marin à moitié peint. Tu travaillais dessus la dernière fois qu'on est venu, expliqua Romain. 6 mois avant l'accident, tu n'as jamais eu l'occasion de le terminer. Isabelle toucha la toile. Ses doigts tracèrent les coups de pinceau comme s'ils reconnaissèrent le geste. C'est beau. Tu disais toujours que tu peignais ce que tu ressentais, pas ce que tu voyais. Et qu'est-ce que je ressentais? Romain la regarda. La paix. Tu disais que près de l'océan, tu te sentais enfin chez toi. À l'étage, la chambre principale dominait la mer. Un grand lit avec une couverture blanche, des rideaux qui ondulaient dans la brise. Et partout, des détails intimes. Une brosse à cheveux sur la commode, des pantoufles près du lit, un livre ouvert sur la table de nuit. Tu lisais Marguerite Duras, dit Romain. L'amant, tu adorais cette phrase. Je vous aime à en mourir. Isabelle s'assit sur le bord du lit. Le matelas avait exactement la bonne fermeté. La vue depuis la fenêtre était à couper le souffle. Tout était terriblement, douloureusement familier. Romain, je veux que tu me racontes, nous, depuis le début. Il s'installa dans le fauteuil près de la fenêtre. On s'est rencontrés à un vernissage. Tu exposais tes peintures. J'accompagnais un client ennuyeux. Et puis je t'ai vu. Tu portais une robe verte qui faisait ressortir tes yeux. Tu riais avec un groupe d'artistes. Et j'ai su... Quoi? Que tu étais la seule. Que je venais de rencontrer la femme qui changerait tout. Isabelle sourit malgré elle. Romantique. Tu te moquais de moi. Tu disais que j'étais trop sérieux, trop riche, trop coincé. Mais j'ai insisté. 6 rendez-vous avant que tu acceptes de m'embrasser. 3 mois avant que tu dises « je t'aime ». 6 mois avant que je te demande en mariage sur cette plage. Il pointa vers la crique en contrebas. Au coucher du soleil, tu as pleuré tellement fort que j'ai cru que tu allais dire non. Mais j'ai dit oui. Tu as dit oui. Romain ferma les yeux. Le plus beau jour de ma vie. Et puis on a eu 5 ans. 5 ans parfaits. On parlait d'avoir des enfants. Tu voulais une fille, un garçon aussi. Mais d'abord une fille. Comment on l'aurait appelée? Marine, comme la mère que tu aimais tant. Isabelle sentit les larmes monter. Ses souvenirs n'étaient pas les siens. Et pourtant ils résonnaient en elle comme une chanson oubliée dont on se rappelle soudain les paroles. Et puis, demanda-t-elle, le visage de Romain s'assombrit. Et puis un soir d'octobre, tu devais me rejoindre à Deauville. Tu étais à Paris pour une expo. Tu as pris ta voiture. Il y avait une tempête. Et... Sa voix se brisa. Je ne t'ai jamais revu. Jusqu'à ce restaurant. La nuit était tombée. Romain avait préparé un dîner simple. Pâtes, salade, vin blanc. Ils mangèrent sur la terrasse, enveloppés dans des couvertures, écoutant le grondement des vagues. « Tu as vraiment cru que j'étais morte pendant 7 ans ?» demanda Isabelle. « Non, jamais. Tout le monde me disait de tourner la page, de faire mon deuil. Mais il y avait cette voix en moi qui répétait « Elle est quelque part. Elle attend que tu la trouves. » Il la regarda. « J'avais raison. Ou tu étais fou. Les deux sont possibles. » Isabelle rit. C'était étrange comme le rire venait facilement avec lui, comme si son corps se souvenait d'être heureux même si son esprit ne le pouvait pas.
Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Demanda-t-elle. Demain, on essaie de ramener tes souvenirs. J'ai préparé quelque chose. Des déclencheurs, des photos, des vidéos, de la musique, des objets qui comptèrent pour toi. Le docteur Sophie Laurent, elle était ton amie avant d'être neuropsychiatre, m'a conseillé. Elle dit que parfois, immergée dans son ancienne vie, la mémoire peut se débloquer. Et si ça ne marche pas ? Alors on vit avec. Romain prit sa main. Isabelle ou Léa, peu importe. Je t'ai retrouvée, c'est tout ce qui compte. Tu ne penses pas que c'est fou, tomber amoureux de moi à nouveau alors que je ne me souviens même pas de notre mariage ? Je ne suis pas tombé amoureux à nouveau. Il porta sa main à ses lèvres. Je n'ai jamais arrêté. Plus tard, allongée dans le lit qu'elle avait apparemment partagé avec cet homme pendant des années, Isabelle fixait le plafond. Romain dormait dans la chambre d'amis. Il avait insisté pour lui laisser de l'espace. Mais le sommeil ne venait pas. Les flashs revenaient, plus forts maintenant. La robe blanche, la musique, la vie en rose, les mains de Romain dans les siennes. Je te promets de t'aimer même quand nous serons vieux et que tu ne te souviendras plus de mon nom. Elle avait ri. Pourquoi je ne me souviendrai plus ? C'est juste une façon de dire pour toujours. Isabelle se redressa brusquement dans le lit, le cœur battant. Ce n'était pas un flash, c'était un vrai souvenir, complet, net, réel. Elle se leva, traversa le couloir pieds nus, ouvrit la porte de la chambre d'amis. Romain. Il se réveilla instantanément. Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Notre mariage, tes vœux, tu as dit que tu m'aimerais même si je ne me souvenais plus de ton nom. Romain se figea. Tu t'en souviens ? Je viens juste de m'en souvenir. À l'instant, elle s'assit sur le bord du lit. C'était sous un chapiteau blanc. Il y avait des roses partout. Ta mère pleurait. Mon père m'a accompagnée à l'hôtel en boitant parce qu'il s'était cassé le pied la semaine d'avant. Mon Dieu, Romain la prit dans ses bras. Isabelle, ça revient. Oui, elle ferma les yeux, s'accrocha à lui. Mais c'est fragmenté, comme assembler un puzzle dans le noir, et il y a des trous, d'énormes trous. On va les remplir, ensemble. Ils restèrent ainsi, enlacés dans l'obscurité, pendant que les vagues chantèrent leur chanson éternelle contre les rochers. À 100 km de là, Martine et Thomas s'installaient dans un motel miteux près de Saint-Malo. Ils avaient surveillé la route, vu la voiture de Romain passer, suivi à distance sécuritaire. « Ils sont dans la maison », confirma Thomas en raccrochant son téléphone. « Mon contact les a vus arriver. Parfait. » Martine ouvrit son sac, vérifia le contenu, 2 pistolets, des gants, des couteaux et la seringue, toujours là, son liquide mortel brillant sous la lumière blafarde. « Demain soir, quand ils dorment, on entre, on termine, on disparaît. Tu es sûr qu'on peut faire ça ?» Martine le regarda avec des yeux froids comme le marbre. « Thomas, on a déjà essayé de la tuer une fois. On a vécu 7 ans avec ce secret. Tu crois vraiment qu'on peut reculer maintenant ?» Il secoua la tête. « Alors on le fait, pour nous, pour notre avenir. » Elle l'embrassa. « Après-demain, on sera libre, riche, et cette garce sera enfin morte. » Dans le noir, 2 prédateurs aiguisèrent leurs crocs, sans savoir que la police les suivait, et que le cauchemar touchait à sa fin. Le lendemain matin, Isabelle se réveilla avec le goût du sel sur les lèvres. La fenêtre était restée ouverte, et la brise marine avait envahi la chambre pendant la nuit. Elle se leva, attirée par l'océan comme par un aimant, et resta longtemps devant la baie vitrée à regarder les vagues se briser contre les rochers. « Tu es debout tôt », dit Romain depuis le seuil. Elle se retourna. Il tenait 2 tasses de café, les cheveux ébouriffés, vêtu d'un simple t-shirt et d'un jean. Dans la lumière dorée du matin, il paraissait vulnérable, humain. « Je n'ai pas beaucoup dormi. » Trop de pensées. Elle accepta le café. « Tu prends le tien noir, 3 sucres. Je ne sais pas comment je sais ça, mais je le sais. » Un sourire illumina le visage de Romain. « Ça revient, petit à petit. »« Oui, mais c'est comme regarder la vie de quelqu'un d'autre à travers un verre dépoli. » Elle but une gorgée. « Tu as dit que tu avais préparé des choses pour m'aider. Dans le salon, quand tu seras prête. » 1 heure plus tard, Isabelle entra dans le salon. Romain avait transformé la pièce en sanctuaire de leur passé. Des photos couvraient chaque surface. Des albums ouverts jonchaient le canapé. Un projecteur était installé face au mur blanc, et sur la table basse, des objets soigneusement disposés,
un coquillage, un ticket de cinéma jauni, une bouteille de parfum à moitié vide, des pinceaux usés. « Mon Dieu !» murmura Isabelle. « Je sais que c'est beaucoup. » Romain était nerveux. Mais le docteur Laurent dit que l'immersion sensorielle peut déclencher des souvenirs dormants. On va y aller doucement. Tu me dis si c'est trop. Isabelle s'approcha de la table, prit le coquillage. C'était une conque nacrée, parfaitement préservée. Elle la porta à son oreille. « Écoute, Isabelle, on entend la mer même quand on est loin d'elle. C'est juste de l'air, Romain, de la physique. Non, c'est de la magie, notre magie. » Le souvenir frappa comme la foudre. Isabelle chancela, s'assit lourdement. « Tu m'as offert ce coquillage. Le premier jour de notre lune de miel, on s'est promené sur la plage pendant des heures. J'ai dit que je voulais ramener la mer à Paris. Tu as ri et tu as dit que c'était impossible. Alors tu m'as donné ça. Oui, la voix de Romain tremblait. Tu le gardais sur ta table de nuit, tu l'écoutais chaque matin. » Isabelle posa le coquillage, prit les pinceaux, ses doigts les tenaient avec une familiarité instinctive. Ceux-là étaient mes préférés. Les poils de martre pour les détails fins, tu me les as offerts pour mon anniversaire, mes 30 ans. Tu as pleuré. Tu disais que personne ne t'avait jamais offert quelque chose d'aussi personnel. Parce que tu avais remarqué que mes vieux pinceaux perdèrent leurs poils, que je m'en plaignais. Elle ferma les yeux, respirant l'odeur feintée de peinture séchée. Je peignais des couchers de soleil, encore et encore. Tu disais que j'étais obsédée. Tu disais que chaque coucher de soleil était unique, qu'aucun ne se répétait jamais. Plus de souvenirs affluaient maintenant. Comme une digue qui cédait, Isabelle se leva, fit le tour de la pièce, touchant les photos, les lisant comme un livre. Cette photo, elle pointa vers un cadre sur la cheminée. C'était à Venise, notre 2e anniversaire de mariage. On s'est perdu dans les ruelles. On a fini dans ce petit restaurant où le propriétaire ne parlait que l'italien. Tu as essayé de commander en français, il t'a apporté des tripes. J'ai ri tellement fort que j'ai failli tomber de ma chaise. Romain s'approcha, les larmes coulant librement maintenant. Tu t'en souviens ? Oui. Et ça ? Elle toucha une autre photo. La Provence. On était allé voir les champs de lavande. J'ai voulu courir à travers. Tu as dit que j'étais folle, que j'allais me faire piquer par des abeilles. Je l'ai fait quand même. Et effectivement, je me suis fait piquer. Tu as passé 2 heures à me soigner, en me disant « Je te l'avais dit, toutes les 5 minutes. » Tu boudais, mais tu souriais en même temps, parce que j'aimais que tu prennes soin de moi. Elle le regarda enfin. « Romain, ça revient, tout revient. Qu'est-ce que tu vois ? Nous, notre appartement à Paris, les dimanches au marché, les nuits où on dansait dans le salon sans musique, les disputes stupides, les réconciliations. » Elle toucha son visage. Ton rire, la façon dont tu me regardais comme si j'étais la chose la plus précieuse au monde. Romain la prit dans ses bras. Parce que tu l'étais, tu l'es toujours. L'après-midi passa dans une brume de redécouverte. Romain mit une vidéo de leur mariage. Isabelle la regarda, fascinée, se voyant danser avec cet homme qu'elle réapprenait à connaître. « On avait l'air si jeune », murmura-t-elle. « On l'était, j'avais 32 ans, toi 27. J'étais terrifiée. Le matin du mariage, je me suis enfermée dans la salle de bain. Ma mère m'a demandé si je voulais annuler. Tu ne m'as jamais raconté ça. Parce que j'avais honte. Je t'aimais tellement que ça me faisait peur. L'idée de te perdre me paralysait. » Elle le regarda. « Et puis je t'ai perdu quand même. » « Non, tu as été perdu. Mais je t'ai retrouvé. » À 18h, Romain alluma des bougies dans tout le salon. Des dizaines, des centaines. La pièce devint dorée, vacillante, magique. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda Isabelle. « Notre premier bal, tu te souviens de la chanson. » Romain mit la musique. La vie en rose emplit la pièce, cette version particulière, avec l'accordéon et la voix éraillée d'Édith Piaf, et quelque chose se brisa définitivement dans l'esprit d'Isabelle. Elle était dans une robe blanche, des fleurs dans les cheveux, Romain en costume noir, si beau qu'elle avait du mal à respirer. Ils dansaient sous un chapiteau blanc, entourés de leurs proches. Il la tenait comme si elle était en verre. Elle avait posé sa tête contre son torse, écoutant son cœur battre. « Je t'aime », avait-elle murmuré. « Pour toujours », avait-il répondu. Mais il y avait autre chose. Après, plus sombre, une route.
la pluie battante, ses mains tremblantes sur le volant. Quelque chose n'allait pas. La voiture ne répondait plus. Les freins ne fonctionnaient pas. Elle appuyait, encore et encore. Rien. La terreur absolue. Et puis avant, plus tôt dans la journée, elle était rentrée à Deauville plus tôt que prévu. Elle avait voulu faire une surprise à Romain, mais en entrant dans la cuisine, elle avait entendu des voix. « Martine, Thomas, c'est maintenant ou jamais. Romain part à Londres demain, elle sera seule sur la route. Et si quelqu'un découvre, personne ne découvrira rien, les freins vont lâcher. Accident sur route mouillée, tragique mais banal. » Isabelle s'était figée, n'avait pas compris, pas tout de suite. Puis la réalité l'avait frappée. Elle avait couru, pris sa voiture, devait prévenir Romain. Mais elle n'avait pas réalisé, pas assez vite, que c'était déjà sa voiture qu'ils avaient sabotée. Isabelle. La voix de Romain la ramena au présent. Elle était à genoux sur le sol du salon, les mains pressées contre ses tempes, hurlant « Je me souviens de tout. » « Quoi ? De quoi tu te souviens ?» Elle leva vers lui des yeux emplis d'horreur. « De cette nuit-là ? De ce qu'ils ont fait ? Romain, je les ai entendus, Martine et Thomas avant l'accident. Ils planifiaient tout. J'ai essayé de fuir. Mais la voiture, les freins, je suis sortie de la route. Le choc, la douleur. Et puis, sa voix se brisa. Et puis quoi ? Martine est venue. Je n'étais pas morte. J'étais consciente, coincée dans la voiture. Elle m'a vue. Elle a souri. Mon Dieu, Romain. Elle a souri. Et elle a dit « C'est dommage que tu aies survécu au crash. Mais ne t'inquiète pas. Le froid s'en chargera. » Romain devint livide. Elle t'a laissé mourir. Elle m'a injecté quelque chose, une drogue. Je ne pouvais plus bouger. Et puis elle est partie, m'a laissé dans cette voiture, en pleine tempête, sur cette route déserte. Les larmes coulaient comme des rivières. J'ai eu si froid, si peur. J'ai pensé à toi, à nous, à tout ce qu'on n'aurait jamais. Et puis, le noir. Comment tu as survécu ? Je ne sais pas. Je me suis réveillée sur la route, des kilomètres plus loin, couverte de sang, sans savoir qui j'étais. J'ai erré. 2 ans, Romain. 2 ans dans le noir, sans nom, sans passé, dormant dans des refuges, mendiant, survivant à peine. Romain la serra contre lui si fort qu'elle pouvait à peine respirer. Mon Dieu, Isabelle, je suis tellement désolée. Ce n'est pas ta faute. Si, j'aurais dû te protéger. J'aurais dû voir que Martine était un monstre. Isabelle recula, essuya ses larmes. Elle est un monstre, et elle va payer. À cet instant précis, le téléphone de Romain sonna. Capitaine Mercier. Romain, on les a localisés. Martine et Thomas. Ils sont à Saint-Malo, dans un motel à 3 km de chez vous. Ils ont des armes. Ils prévoient d'attaquer cette nuit. Romain regarda Isabelle. Elle hocha la tête. On est prêt, dit-il dans le téléphone. Venez les arrêter. On veut voir leur visage quand ils comprendront que c'est fini. La nuit tomba sur Saint-Malo comme un voile noir, dans la maison blanche perchée sur la falaise. Toutes les lumières étaient éteintes. Seule la lueur vacillante de quelques bougies filtrait à travers les rideaux du salon. Juste assez pour donner l'impression que Romain et Isabelle dormaient à l'étage. Mais ils ne dormaient pas. Romain était posté près de la fenêtre du premier étage, les yeux rivés sur l'allée d'accès. Isabelle se tenait à côté de lui, son corps tendu comme une corde de violon, dans l'obscurité. Sa main trouvait celle de Romain, s'y accrochait. « Ils vont venir », murmura-t-elle. Ce n'était pas une question. « Oui », Romain vérifia son téléphone. Un message du capitaine Mercier. « Équipe en position. On attend qu'ils entrent. Restez à l'étage. Ne descendez sous aucun prétexte. »« Combien de temps encore ?» demanda Isabelle. Mercier pense qu'ils attendront minuit, quand ils seront sûrs qu'on dort profondément. Il était 23h45. Isabelle frissonna malgré le pull épais qu'elle portait. « J'ai peur. Moi aussi. » Romain l'attira contre lui. « Mais dans 1 heure, ce sera fini. Ils seront en prison et on pourra enfin respirer. Et si quelque chose tourne mal, si... Rien ne tournera mal. Mercier a 6 hommes dehors. Ils sont armés, entraînés. Martine et Thomas n'ont aucune chance. » Mais sa voix manquait de conviction. À 2 kilomètres de là, dans le parking désert d'un supermarché fermé, Martine et Thomas vérifièrent leur équipement une dernière fois. 2 pistolets Glock 19, chargés et prêts,
des gants en latex, des cagoules noires, et la seringue, toujours là, son contenu mortel brillant sous la lumière blafarde d'un réverbère. « On entre par la porte de la cuisine », dit Martine, sa voix clinique. « La serrure est vieille, Thomas. Tu la forces. Ça prendra 30 secondes maximum. Ensuite, on monte. La chambre principale est à gauche. On entre, on tire, on vérifie les corps, et on part. Simple. » Thomas chargea son arme, le claquement métallique résonnant dans le silence. Combien de temps on a avant que quelqu'un entende les coups de feu? La maison est isolée. Le voisin le plus proche est à 500 mètres. Le temps qu'il réagisse, qu'il appelle la police, on sera loin. Et après, Martine sourit dans l'obscurité. Après, on rentre à Deauville. On joue les domestiques horrifiés qui découvrent que leur patron a été assassiné avec sa maîtresse dans un cambriolage qui a mal tourné. On pleure aux funérailles, et dans 6 mois, quand l'enquête sera close, on disparaît avec l'argent. Thomas la regarda. 7 ans qu'il vivait ce mensonge. 7 ans à jouer les serviteurs loyaux pendant qu'il volait, conspire, tuait. Il n'était plus sûr de reconnaître l'homme qu'il était devenu. « Tu es certaine qu'on peut faire ça? On l'a déjà fait une fois. » Martine enfila ses gants. Cette fois, on termine proprement. Ils montèrent dans leur voiture, un vieux break Peugeot anonyme, et prirent à la direction de la Maison Blanche. 23h58. Ils arrivent, souffla Romain. Une voiture venait de s'arrêter à 200 mètres. Tous phares éteints. 2 silhouettes en sortirent, se fondant dans l'obscurité. Elles avançaient le long de la haie qui bordait la propriété, courbées, silencieuses comme des prédateurs. Isabelle sentit son cœur bondir dans sa poitrine. « Mon Dieu, c'est vraiment eux !» dans l'oreillette que Mercier leur avait fournie. La voix du capitaine grésilla. « On les a en visuel, restez où vous êtes. » On intervient dès qu'ils ont franchi le seuil. Romain acquiesça, même si personne ne pouvait le voir. Sa main libre se posa sur l'épaule d'Isabelle. « Ça va aller. » Les 2 silhouettes atteignirent à la porte de la cuisine. L'une d'elles, Thomas. Sûrement, s'agenouilla, sortit des outils, le bruit métallique de la serrure qu'on force résonna faiblement dans la nuit. 30 secondes, puis le déclic caractéristique d'une porte qui s'ouvre. Ils étaient entrés. Martine avança la première, son pistolet levé. Balayant la cuisine déserte, tout était silencieux, trop silencieux. Un malaise s'insinua en elle, mais elle l'étouffait. Pas de place pour les doutes maintenant. Salon vide, chuchota Thomas derrière elle. Ils doivent être à l'étage. Ils traversèrent le rez-de-chaussée comme des ombres. Martine connaissait cette maison par cœur. Elle y était venue des dizaines de fois, du temps où Isabelle vivait encore, du temps où Martine jouait la gouvernante parfaite, souriant et servant pendant qu'elle imaginait 1000 façons de se débarrasser de cette rivale qui lui volait l'amour de Romain. L'escalier craqua sous leur poids. Martine grimaça mais continua, au premier étage. Un ray de lumière filtrait sous la porte de la chambre principale. « Ils sont là », murmura-t-elle. Thomas se positionna de l'autre côté de la porte. Martine compta silencieusement. 1, 2, 3. Ils défoncèrent la porte et se figèrent. La chambre était vide, le lit impeccablement fait. Les bougies qu'ils avaient vues depuis l'extérieur étaient disposées sur le rebord de la fenêtre. Une mise en scène pour les attirer. « Merde !» siffla Thomas. « C'est un... Police! Ne bougez plus !» Les lumières s'allumèrent brutalement. 6 policiers surgirent, 2 de la salle de bain, 2 du placard, 2 du couloir, tous armés, tous braquant leurs armes sur Martine et Thomas. Le capitaine Mercier s'avança, son visage dur comme le granit. « Martine Escoffier, Thomas Rivière, vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre, intrusion et port d'armes illégales. Posez vos armes, maintenant. » Thomas laissa tomber son pistolet immédiatement. Levant les mains, mais Martine ne bougea pas. Ses yeux balayaient frénétiquement la pièce, cherchant une issue, un miracle. « C'est fini, Martine », dit une voix derrière Mercier. Romain sortit de l'ombre du couloir. Isabelle à ses côtés, le visage de Martine devint livide. « Non, c'est pas possible. Tu es morte, je t'ai laissée. »« Mourir », termina Isabelle, sa voix glaciale. « Oui, tu m'as laissé mourir sur cette route, sauf que j'ai survécu, Martine. Et maintenant, je me souviens de tout. Tu te souviens ?» La voix de Martine n'était plus qu'un murmure horrifié. « Chaque détail, comment tu as saboté ma voiture,
Comment tu m'as retrouvé dans l'épave? Comment tu as souri en m'injectant cette drogue? Comment tu m'as dit que le froid finirait le travail? Isabelle s'avança, chaque mot un coup de poignard. Tu m'as volé 7 ans de ma vie. Tu as torturé l'homme que j'aime. Tu as vécu dans notre maison, dormi sous notre toit, tout en planifiant notre mort. Martine cherchait ses mots, mais rien ne venait. Son pistolet tremblait dans sa main. « Posez l'arme, Madame Escoffier », ordonna Mercier. « Vous ne ferez qu'aggraver votre cas. » Martine regarda tour à tour les policiers. Romain, Isabelle, son visage se tordit en un masque de rage pure. C'était pas censé se passer comme ça. Il devait m'aimer, j'ai tout donné, 15 ans de service, 15 ans à espérer. Et pourquoi? Pour cette petite garce qui est arrivée et qui a tout pris. Tu n'avais rien à prendre, dit Romain froidement. Je ne t'ai jamais appartenu. Tu as créé une obsession malade et tu as détruit des vies pour la nourrir. Non. Martine pointa son arme vers Isabelle. Si je ne peux pas t'avoir, elle ne le pourra pas non plus. Tout se passa en une fraction de seconde. Thomas hurla. Martine, non. 3 policiers tirèrent simultanément. Martine s'effondra, le pistolet glissant de sa main. Du sang se répandait sur le parquet. Isabelle détourna les yeux, enfouissant son visage contre l'épaule de Romain. Il la serra contre lui, ses propres mains tremblant violemment. Les policiers se précipitèrent vers Martine. Mercier vérifia son pouls, secoua la tête. Elle est morte. Thomas s'était effondré contre le mur, les mains menottées, le visage dans les mains. Je lui avais dit, sanglotait-il, je lui avais dit d'arrêter, mais elle ne m'écoutait jamais. Vous aurez tout le temps de témoigner, dit Mercier sèchement. Embarquez-le. 2 policiers soulevèrent Thomas, le traînèrent vers la sortie. Il criait maintenant hystérique. C'était son idée, tout était son idée. Je voulais juste l'argent, je voulais pas tuer personne. Vous avez aidé à saboter une voiture, dit Mercier en le suivant dans l'escalier. Vous avez abandonné une femme pour morte, vous êtes complice, et vous paierez. Quand les policiers furent bien partis, emmenant le corps de Martine et Thomas menottés, quand les techniciens eurent fini de photographier la scène, quand le silence retomba enfin sur la maison, Romain et Isabelle se retrouvèrent seuls sur la terrasse. L'aube commençait à poindre sur l'océan, des traînées roses et or zébrèrent le ciel. Les vagues continuaient leur danse éternelle, indifférentes aux drames humains. « C'est vraiment fini », murmura Isabelle. « Oui », Romain l'enlaça par derrière, posa son menton sur son épaule. 7 ans de cauchemar, fini. Elle est morte. Tu aurais préféré qu'elle vive? Isabelle réfléchit longtemps. Non, je crois pas. Elle aurait continué à hanter nos vies, même en prison. Mercier dit que Thomas va coopérer complètement. Il va témoigner sur tout. Les sabotages, les détournements d'argent, les plans, en échange d'une réduction de peine. Combien il aura? 25 ans, peut-être moins avec bonne conduite. Et nous? Isabelle se retourna dans ses bras. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Romain sourit pour la première fois depuis des heures. On vit, on fait tout ce qu'on avait prévu de faire. On voyage, tu peins, on construit, on guérit. Et les souvenirs perdus, les 2 ans que je ne retrouverai jamais, on en crée de nouveaux, meilleurs, plus forts. Il l'embrassa doucement. On recommence, Isabelle, pour de vrai. Elle ferma les yeux, se laissa aller contre lui. Je t'aime. Je crois que je ne t'ai jamais arrêté de t'aimer, même quand je ne savais plus qui tu étais. Moi non plus. Le soleil se leva complètement, inondant la terrasse de lumière dorée, et pour la première fois en 7 ans, Romain Delcourt sentit l'espoir remplacer la douleur. 3 mois plus tard, le tribunal correctionnel de Rennes était bondé. Journalistes, curieux, victimes de crimes similaires. Tous voulaient assister au procès qui avait captivé la France entière. L'affaire Delcourt, comme l'appelaient les médias. L'histoire d'une femme revenue d'entre les morts et des domestiques qui avaient tenté de la tuer 2 fois. Isabelle était assise au premier rang, Romain à ses côtés. Elle portait une robe bleu marine sobre, les cheveux attachés en chignon. Ses mains tremblaient légèrement, mais son regard était d'acier. Elle avait attendu ce moment pendant 3 mois. 3 mois de déposition, d'examens médicaux, de thérapie intensive pour traiter les traumatismes. 3 mois à reconstruire une vie détruite. Ça va aller, murmura Romain. Oui, elle serra sa main. J'ai besoin de le voir condamné.
J'ai besoin d'entendre le verdict. » La porte s'ouvrit. Thomas Rivière entra, menottes aux poignets, flanqué de 2 gendarmes. Il avait maigri. Ses yeux, autrefois durs, étaient éteints, creusés. Il balaya la salle du regard, s'arrêta sur Isabelle. Quelque chose passa sur son visage. De la honte, peut-être, ou du regret. Puis il détourna les yeux. « La cour !» annonça l'huissier. Tout le monde se leva. Les 3 juges entrèrent, présidés par Madame Claire Fontaine, une femme de 60 ans réputée pour sa sévérité, mais aussi son équité. Le procès commença. Le procureur, maître Julien Garnier, était un homme méticuleux dans la cinquantaine. Il présenta les faits avec une précision chirurgicale. L'enquête menée par le capitaine Mercier, les enregistrements audio capturés dans la maison de Deauville, les relevés bancaires prouvant que Martine et Thomas avaient détourné plus de 500 000 € sur 7 ans. « Mesdames et messieurs les jurés, » dit-il en arpentant la salle, « cette affaire n'est pas seulement une tentative de meurtre, c'est une trahison systématique de la confiance. Martine Escoffier et Thomas Rivière ont été accueillis dans la famille Delcourt, nourris, payés généreusement, traités avec respect, et comment ont-ils remercié cette bonté ?» Il se tourna vers Thomas. « En sabotant le véhicule de Madame Isabelle Delcourt le 23 octobre 2016, en la laissant pour morte sur une route déserte pendant une tempête, en la droguant pour s'assurer qu'elle ne survivrait pas. Et quand, par miracle, elle a survécu et réapparu 7 ans plus tard, qu'ont-ils fait ?» Sa voix monta. Ils ont tenté de terminer le travail. Ils ont planifié un second meurtre, armés et déterminés, stoppé seulement par l'intervention courageuse de la police. Le silence dans la salle était total. Martine Escoffier est morte lors de son arrestation, tuée par les forces de l'ordre alors qu'elle menaçait de tirer sur Madame Delcourt, mais Thomas Rivière est là, vivant, et il doit répondre de ses crimes. Garnier se rassit. L'avocat de la défense, maître Sophie Renard, se leva. C'était une jeune femme d'une 30aine d'années au regard intelligent. « Mesdames et messieurs les jurés, » commença-t-elle. « Personne ici ne nie la gravité des actes commis. Mon client a plaidé coupable dès le début. Il a coopéré entièrement avec la police. Il a témoigné contre sa complice, fournissant des détails cruciaux qui ont permis de reconstruire toute l'affaire. » Elle s'approcha du box des accusés. Thomas Rivière était sous l'emprise psychologique de Martine Escoffier, une femme obsessionnelle qui l'a manipulé pendant des années. Il n'était pas l'instigateur, il était l'outil. Cela n'excuse pas ses actes, mais cela explique comment un homme sans antécédent criminel en est arrivé là. Objection. Garnier se leva. L'accusé était un ancien militaire formé, il savait exactement ce qu'il faisait. Objection retenue, dit la juge Fontaine. Maître Renard, contentez-vous des faits. Les témoignages commencèrent. Le capitaine Mercier fut appelé en premier. Il décrivit l'enquête, les enregistrements, l'opération à Saint-Malo. Sans la coopération de M. Delcourt et le courage de Mme Delcourt, ces criminels n'auraient jamais été arrêtés. Puis vint le tour d'Henri Blanchard, le détective privé. J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose de suspect dans cet accident. Les freins sabotés, les incohérences dans les rapports, mais sans preuves concrètes, mes mains étaient liées. Le docteur Sophie Laurent, neuropsychiatre et amie d'Isabelle, témoigna sur l'amnésie traumatique. Le traumatisme crânien de Madame Delcourt était si sévère que son cerveau a effacé tout souvenir comme mécanisme de protection. Le fait qu'elle ait récupéré ses souvenirs est extraordinaire, mais les cicatrices psychologiques resteront à vie. Enfin, ce fut le tour d'Isabelle. Elle monta à la barre, prêta serment, s'assit. Toute la salle avait les yeux rivés sur elle. Madame Delcourt, commença Garnier doucement, pouvez-vous nous raconter ce dont vous vous souvenez du 23 octobre 2016 ? Isabelle prit une longue inspiration. Je suis rentrée à Deauville plus tôt que prévu. Je voulais faire une surprise à mon mari. En arrivant, j'ai entendu des voix dans la cuisine. Martine Escoffier et Thomas Rivière, ils parlèrent de saboter ma voiture, de provoquer un accident. Sa voix tremblait, mais elle continua. J'ai paniqué, j'ai pris ma voiture pour aller prévenir Romain, mais je ne savais pas qu'ils avaient déjà tout préparé. Les freins ont lâché sur la route côtière. J'ai essayé de ralentir, mais rien ne répondait. La voiture est sortie de la route. Le choc était indescriptible. Elle ferma les yeux un instant. Quand j'ai repris conscience, j'étais coincée, blessée. Et Martine était là. Elle m'a regardée, elle a souri, et elle m'a injecté quelque chose qui m'a paralysée, puis elle est partie, m'a laissé mourir.
Comment avez-vous survécu ? Demanda Garnier. Je ne sais pas. Je me suis réveillée sur une route. Des kilomètres plus loin, sans identité, sans mémoire. J'ai erré pendant presque 2 ans avant d'arriver à un hôpital. 7 ans de ma vie ont été volés. Elle regarda directement Thomas. Par lui, par elle, par leur cupidité. Thomas baissa la tête, incapable de soutenir son regard. Pas d'autres questions, dit Garnier. Le moment du verdict arriva 3 jours plus tard. La délibération avait duré 6 heures. Quand les jurés revinrent, leur visage était grave. L'accusé se lèvera, ordonna la juge Fontaine. Thomas se leva, tremblant. Thomas Rivière, vous avez été reconnu coupable de tentative de meurtre avec préméditation, complicité de tentative de meurtre, détournement de fonds et intrusion avec arme, compte tenu de votre coopération avec la justice et de l'absence d'antécédents. La Cour vous condamne à 25 ans de réclusion criminelle, dont 5 ans incompressibles. Thomas vacilla. 25 ans. Il aurait 67 ans à sa sortie. De plus, continua la juge, vous êtes condamné à verser 500 000 € de dommages et intérêts à Madame Isabelle Delcourt pour préjudice moral et physique. Elle frappa son marteau. L'audience est levée. Isabelle sentit les larmes couler. Pas de tristesse, de soulagement. C'était fini. Vraiment fini. Romain l'enlaça. C'est terminé, mon amour. Il va payer. En sortant du tribunal, ils furent assaillis par les journalistes, des micros tendus, des caméras braquées, des questions hurlées de toutes parts. Madame Delcourt, comment vous sentez-vous? Que pensez-vous du verdict? Allez-vous écrire un livre? Le capitaine Mercier les escorta jusqu'à leur voiture. Pas de commentaires. Laissez-les passer. Dans la voiture qui les ramenait à Paris, Isabelle regarda par la fenêtre. 25 ans, c'est assez. Pour punir ce qu'il a fait, non. Rien ne sera jamais assez. Romain prit sa main. Mais c'est la justice, et c'est tout ce qu'on peut avoir. Martine est morte, Thomas en prison et nous recommençons. Ils vendirent la maison de Deauville. Trop de souvenirs douloureux, trop de fantômes dans chaque pièce. Isabelle ne voulait plus jamais y mettre les pieds. Avec l'argent, ils achetèrent un appartement lumineux dans le Marais. Pas trop grand, pas trop luxueux, juste chaleureux. Un endroit où construire de nouveaux souvenirs. Isabelle reprit la peinture, lentement d'abord, des esquisses timides, puis avec plus d'assurance. Ses toiles devinrent plus sombres qu'avant. Des tempêtes, des naufrages, des figures solitaires, mais aussi plus puissantes. Une galerie du 6e arrondissement accepta de l'exposer. Le vernissage eut lieu 6 mois après le procès. 50 personnes vinrent, des critiques, des collectionneurs, des amis. Romain se tenait en retrait, la regardant rayonner pendant qu'elle expliquait son travail. « Cette série s'appelle Renaissance », dit-elle à un journaliste. « C'est l'histoire d'une femme qui a tout perdu et qui a dû se reconstruire. Chaque toile représente une étape. La perte, l'errance, la découverte et finalement, le retour. C'est autobiographique. » Isabelle sourit, complètement, le soir, alors qu'il rentrait à pied sous les réverbères parisiens. Romain dit « Je suis fière de toi. » Pourquoi? Pour avoir survécu? Pour avoir eu le courage de témoigner? Pour être devenue encore plus forte? Je ne suis pas forte. Isabelle s'arrêta sous un arbre. Je fais encore des cauchemars. Je sursaute quand quelqu'un me touche par surprise. J'ai peur du noir. Et pourtant, tu continues. Tu crées, tu vis. C'est ça la force. Elle l'embrassa. Je ne pourrai pas le faire sans toi. Tu ne seras plus jamais sans moi. Le docteur Laurent les reçut un mardi après-midi. Depuis le procès, Isabelle la voyait 1 fois par semaine pour traiter le stress post-traumatique. « Comment vous sentez-vous » demanda Sophie. « Mieux, les cauchemars sont moins fréquents, je dors presque normalement. Et les souvenirs, tout est revenu. » Isabelle hésita. « Presque tout. Il reste des trous, les 2 années d'errance, c'est toujours flou. Et parfois, des moments de notre mariage me reviennent par flash inattendus. C'est normal, votre cerveau continue de se réparer. Ça peut prendre des années. J'ai le temps maintenant. » Sophie sourit. « Oui, vous avez toute une vie devant vous. » En sortant du cabinet, Isabelle prit la main de Romain. « On rentre. Attends, j'ai quelque chose pour toi. » Il sortit une petite boîte de sa poche. « Je sais qu'on est toujours mariés, légalement, mais j'aimerais qu'on renouvelle nos vœux, officiellement, devant nos amis, pour marquer ce nouveau départ. »
Isabelle ouvrit la boîte. Une nouvelle alliance, simple, élégante. Isabelle Delcourt. Veux-tu m'épouser? Encore. Elle rit à travers ses larmes. Oui, 1000 fois oui. 6 mois plus tard. Luberon, Provence. Le domaine viticole s'étendait sur les collines ondulantes comme une peinture impressionniste. Des rangées de vignes parfaitement alignées, des cyprès élancés ponctuant le paysage. Et au loin, les montagnes du Luberon découpant l'horizon d'un bleu lavande. Le ciel de juin était d'un azur immaculé, traversé par quelques nuages paresseux. Isabelle se tenait devant le miroir de la suite nuptiale. Ajustant sa robe, pas de blanc cette fois, elle avait choisi le lavande, couleur de renouveau, de transformation, de renaissance. La robe était simple, fluide, épousant ses formes sans ostentation. Ses cheveux, désormais longs jusqu'aux épaules, étaient relevés en un chignon lâche orné de brins de lavande frais. « Tu es magnifique », dit Sophie Laurent depuis le canapé. Son amie et neuropsychiatre était devenue sa marraine pour cette cérémonie. Elle s'était tôt rapprochée durant les mois de thérapie, leur relation transcendant le cadre médical pour devenir une véritable amitié. « J'ai l'impression d'avoir des papillons dans le ventre », avoua Isabelle. « C'est stupide, non? On est déjà mariés depuis 10 ans. 7 de ces années, tu ne savais même pas qui tu étais. C'est un nouveau départ. C'est normal d'être nerveuse. » Isabelle toucha son ventre, un sourire secret jouant sur ses lèvres. « Il y a autre chose aussi. » Sophie se leva, intriguée. « Quoi? Je suis enceinte. » Le silence qui suivit fut chargé d'émotions pures. Puis Sophie poussa un cri de joie, enlaçant Isabelle. « Oh mon Dieu, depuis quand tu sais? 1 semaine, j'ai fait 3 tests pour être sûre. Je n'ai encore rien dit à Romain. Je voulais lui annoncer aujourd'hui, après la cérémonie. C'est le plus beau cadeau que tu pouvais lui faire. » Isabelle regarda par la fenêtre vers le vignoble, où les chaises blanches étaient disposées en demi-cercle face à une arche de bois ornée de roses et de lavande. 30 invités seulement, leurs amis les plus proches, pas de famille. Les parents d'Isabelle étaient morts dans un accident de voiture 3 ans avant sa disparition. Et Romain n'avait que des cousins éloignés qu'il ne voyait jamais. Une nouvelle vie, murmura-t-elle. Une vraie nouvelle vie. Romain attendait sous l'arche, le capitaine Mercier à ses côtés comme témoin. Son ami avait troqué l'uniforme pour un costume gris élégant. Il donna une tape amicale sur l'épaule de Romain. Nerveux, terrifié, admit Romain. C'est ridicule. On s'est déjà mariés 1 fois. Mais là, vous êtes tous les deux pleinement conscients de ce que vous avez failli perdre. C'est différent. Henri Blanchard, le détective, était assis au premier rang. À côté de lui, le docteur Laurent avait réservé 2 places. Une pour elle. Une pour Isabelle qui la rejoindrait après, dans les rangs suivants, quelques collègues de Romain, des artistes amis d'Isabelle, le propriétaire du restaurant Le Clair de Lune où tout avait recommencé, pas de Martine pour empoisonner ce jour, pas de Thomas pour tout gâcher, juste des gens qui les aimaient, vraiment. Un violoncelliste commença à jouer, une mélodie douce et mélancolique, qui évoquait à la fois la perte et l'espoir. Romain se retourna. Isabelle apparut à l'entrée du vignoble, marchant seule, pas de père pour la conduire à l'hôtel. Elle avait insisté pour faire ce chemin par elle-même. « Je me suis retrouvée seule », avait-elle dit. « C'est comme ça que je veux arriver à toi, de mon propre choix. » Le soleil de Provence éclairait sa silhouette, la transformant presque en apparition. Romain sentit sa gorge se serrer, après tout ce qu'ils avaient traversé. Elle était là, vivante, entière, à lui. Elle s'arrêta devant lui, souriante, les yeux brillants. « Salut, salut », répondit-il, la voix brisée par l'émotion, le célébrant. Un vieil ami de la famille Delcourt, devenu officiant laïque, s'éclaircit la gorge. « Mes chers amis, nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer non pas un mariage, mais une renaissance. Romain et Isabelle ont déjà échangé leurs vœux il y a 10 ans, mais la vie en a décidé autrement. Elle les a séparés, les a brisés, les a testés au-delà de ce que quiconque devrait endurer. » Il regarda le couple avec tendresse. Et pourtant les voici, debout, ensemble, prêts à se promettre à nouveau amour et fidélité, pas parce qu'ils le doivent, mais parce qu'ils le choisissent, chaque jour, encore et encore. Des larmes coulaient déjà sur plusieurs visages dans l'assemblée. « Romain, tes vœux. » Romain prit les mains d'Isabelle, les serra fort. « Isabelle, il y a 7 ans, j'ai cru que ma vie était finie, que je ne connaîtrais plus jamais la joie. J'ai transformé notre maison en mausolée.
mon cœur en tombeau. Je vivais, mais je n'existais pas. Sa voix tremblait, mais il continua. Et puis je t'ai revu, dans ce restaurant, et j'ai compris que les miracles existent, pas ceux des contes de fées, mais les vrais, les douloureux, ceux qui demandent du courage et de la foi. Tu ne te souvenais pas de moi, mais tu m'as laissé te reconquérir. Tu m'as fait confiance quand tous les signes te disèrent de fuir. Et maintenant, tu es là. Il essuya ses larmes. Je te promets de ne plus jamais vivre dans le passé, de construire notre avenir avec chaque lever de soleil, de t'aimer dans la joie et dans la peine, de ne jamais tenir ton amour pour acquis, parce que je sais maintenant combien il est précieux, combien tu es précieuse. Isabelle pleurait ouvertement maintenant. Elle prit une longue inspiration. Romain, pendant 7 ans, j'ai été perdue. J'existais sans vivre, respirais sans ressentir. J'étais une coquille vide cherchant désespérément quelque chose qui manquait sans savoir quoi. Et quand tu es apparu dans ce restaurant, quand tu as dit mon nom, mon vrai nom, quelque chose en moi s'est réveillé. Elle toucha son visage. Tu m'as rendue à moi-même. Tu m'as rappelé qui j'étais, qui nous étions. Et surtout, tu m'as montré que l'amour véritable survit à tout, à l'oubli, à la trahison, au temps. À la mort elle-même, sa voix se raffermit. Je te promets de vivre pleinement, de ne plus avoir peur, de créer, d'aimer, de rire sans retenue. Je te promets d'être ta partenaire dans tout, de te soutenir dans tes rêves, de construire une famille avec toi, de vieillir à tes côtés et de me souvenir, chaque jour, de la chance que nous avons. Elle sourit à travers ses larmes. Et si jamais je redeviens perdue, je sais que tu me retrouveras, encore et encore, parce que c'est ça, nous, c'est notre histoire. Le célébrant sortit 2 alliances neuves. Ces anneaux symbolisent votre engagement renouvelé, pas de remplacement des anciens, mais des additions, des couches supplémentaires à une histoire qui continue de s'écrire. Romain glissa l'anneau au doigt d'Isabelle. « Je t'aime, pour toujours. » Isabelle fit de même. « Je t'aime, à jamais. » Par les pouvoirs qui me sont conférés, et surtout par l'amour qui vous unit, je vous déclare à nouveau mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. Le baiser fut doux, profond, chargé de promesses et de guérison. L'assemblée applaudit, quelques cris de joie résonnant dans l'air provençal. La réception se déroula sous un chapiteau ouvert dominant les vignes. Des tables rustiques, des guirlandes lumineuses, de la musique jazz douce. Le repas fut simple mais exquis. Produits locaux, vins du domaine, desserts à la lavande. Pendant le dîner, Isabelle se leva, fit teinter son verre. Je voudrais dire quelques mots. Le silence se fit. Merci à vous tous d'être ici. Vous êtes notre famille choisie, ceux qui nous ont soutenus pendant les moments les plus sombres. Elle regarda Mercier. Capitaine, vous avez résolu le mystère qui hantait Romain depuis 7 ans. Vous nous avez donné justice. Mercier hocha la tête. Ému. Henri, vous n'avez jamais abandonné, même quand tout semblait perdu, Sophie. Tu m'as aidé à reconstruire mon esprit brisé. Vous tous, vous êtes la preuve que même dans l'obscurité la plus profonde, il y a de la lumière. Elle prit la main de Romain. Et toi, mon amour, tu m'as cherché quand personne d'autre ne croyait. Tu m'as aimé même quand je ne me souvenais pas de ton nom. Tu m'as donné une raison de me battre pour récupérer mes souvenirs. Elle sourit, touchant son ventre discrètement. Et maintenant, tu me donnes une raison de regarder vers l'avant, parce que dans environ 7 mois, nous allons accueillir notre premier enfant. Le silence fut total pendant 2 secondes, puis l'explosion de joie. Romain la regarda, bouche bée. « Tu... quoi ? Je suis enceinte de 3 semaines. » Il la souleva, la fit tourner, riant et pleurant simultanément. « On va avoir un bébé. Oui, une nouvelle vie, pour notre nouvelle vie. » Les applaudissements et les félicitations fusèrent. Sophie pleurait. Mercier riait. Henri commandait du champagne pour tout le monde, tard dans la soirée, alors que les invités dansaient sous les étoiles. Romain et Isabelle s'éclipsèrent vers les vignes. Ils marchèrent main dans la main entre les rangées de vignes, respirant l'air embaumé de lavande et de terre chaude. « Tu es heureuse ?» demanda Romain. « Plus que je ne l'ai jamais été, même avant. » Elle s'arrêta, le regarda. « Parce que maintenant, je sais ce que c'est de tout perdre.
et ça rend chaque moment avec toi infiniment précieux. Comment on va l'appeler? Si c'est une fille, Isabelle sourit. Marine, comme on avait prévu, comme la mère qui m'a appelée pendant toutes ces années. Et si c'est un garçon, alors on improvise. Elle rit. On a bien survécu à 7 ans de chaos. On peut gérer un prénom. Ils s'embrassèrent sous le ciel étoilé de Provence. Entourés par le chant des cigales et le parfum de l'été, derrière eux, la maison qu'ils venaient d'acheter, petite, chaleureuse, baignée de lumière, attendait de devenir un foyer, loin dans le nord, dans une prison froide. Thomas Rivière dormait sur sa couchette, hanté par ses choix. Mais ici, dans ce vignoble perdu sous les étoiles, 2 âmes ressuscitées construisaient leur paradis. 7 ans de ténèbres avaient cédé la place à la lumière. L'amour avait vaincu la mort, l'oubli et la trahison. Et leur histoire, enfin, pouvait vraiment commencer.